Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous pour cette dernière de 4 causeries du REFAD entourant cette étude sur les nouveaux modèles d'affaires en éducation à l'ère du numérique. Mon nom est Jacques Coux. Ça fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je suis très bien entouré pour cette dernière causerie dont le thème porte sur le rayonnement et la valorisation, la réputation et en fait compte les valeurs intangibles associées à une adhésion dans un mouvement associatif comme c'est le cas du REFAD. Je vais rapidement vous présenter nos deux experts et notre invité spécial pour aujourd'hui. Nous avons d'abord M. Daniel Barry avec nous. Bonjour Daniel. Bonjour. Qui est directeur général de l'ICEA, qui s'occupe de formation des adultes et avec un long parcours. Notamment, Daniel préside l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. Nous sommes aussi en compagnie d'Olivier Alfieri. Bonjour Olivier. Bonjour, Jacques. Bonjour à tous. Il est étudiant au doctorat à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa et aussi qui dirige sa compagnie de e-learning studio. Nous avons une invitée spéciale pour cette dernière causerie, Sandra Lalanne. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Sandra est ingénieure pédagogique multimédia à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, donc on est dans le sud-ouest de la France, et elle est référente régionale du Learning Lab Network pour la région de la Nouvelle-Aquitaine, et c'est de ce réseau-là dont il sera question dans les entrevues. Dans les questions. Notre rencontre va se dérouler en 3 temps. Donc, d'abord, on va entendre les questions et les réponses de nos personnes ici, du panel, suivi d'un moment où je vais vous poser la question, vous qui participez, à savoir quel genre de service vous vous attendez d'un milieu associatif comme le REFAD. Et ensuite, pour terminer, je soumettrai à nos deux experts, Olivier et Daniel, 2 scénarios parmi l'éventail des grandes possibilités de modèles d'affaires qu'ils pourront commenter. Donc, sans plus tarder, n'oubliez pas, le clavardage est là. Robert et moi, on surveille du coin de l'œil vos commentaires et vos additions. S'il vous plaît, une invitation à interagir. Donc, sur ce, je cède le micro à Daniel et Olivier. Merci, Jacques. Je prendrai la parole au début, Olivier, puis je te laisse en deuxième temps et je reviendrai pour lancer la période de questions tout à l'heure avec Sandra. Ce thème du rayonnement, la première idée que j'avais, c'est qu'il y a une définition usuelle du rayonnement, c'est le fait d'être connu. C'est le moyen qu'on prend et c'est l'effet des moyens d'être connu de ses membres, d'être connu des milieux où on intervient, d'être connu des experts, de la communauté scientifique et d'être connu des pouvoirs publics. Donc, c'est un rayonnement de type stratégique. Mais ce que je trouvais plus intéressant et qui était plus sur le registre de nos discussions depuis les 3 derniers ateliers, c'est le rayonnement sous l'angle de fournir une valeur ajoutée aux membres et à la communauté. Donc, le rayonnement au travers les membres, au travers la communauté, au bénéfice des personnes. Et je le prendrai avec ce terme qui a une longue histoire de valeur d'usage, que le rayonnement est l'effet d'une valeur d'usage. Donc, moi, comme travailleur, le REFAD a une valeur dans ma pratique. Le REFAD m'offre un service, allège ma tâche de travail, me permet de m'arrimer à son travail et donc, par ces stratégies-là très concrètes au sein des sphères de travail, le REFAD rayonne dans mon quotidien et dans mes processus de travail. Donc, c'est cet angle-là que je trouve intéressant de traiter et qui permet de faire des liens entre plusieurs sujets qu'on a discuté. Tout d'abord, les communautés dans notre première causerie. Donc, la communauté est un réseau de relations. Donc, le REFAD, en étant un pivot au sein d'une communauté, peut rayonner au travers la valeur ajoutée qu'il apporte d'harnacher des gens, de faire des ponts, d'offrir des services, d'alléger la tâche des uns en complémentant ce que les personnes font. Et c'est là que je trouve, au travers de ce rôle pivot au sein des communautés, une organisation, un réseau comme le REFAD peut rayonner de manière très différente que d'être connu sur les médias sociaux, d'être connu dans l'opinion générale des communautés d'experts.
Quand on a discuté de la reconnaissance, je trouvais qu'il y avait aussi là, un mécanisme de rayonnement, mais un peu différent, en offrant vraiment un produit particulier, une certification, une attestation, mais au travers de l'attestation, c'était le développement des capacités qui tissait le lien, qui pouvait tisser le lien entre le REFAD et les gens. Donc, en offrant des services de développement professionnel, en les attestant, donc en offrant de qualité, le REFAD peut rayonner de manière organique dans la sphère de travail de ses membres et de toute autre personne. Et le dernier qu'on a touché la semaine dernière, le modèle d'affaires, on était sur une idée d'un continuum de services qui pouvaient être des services de base sous un mode freemium et des services avancés, des services d'expertise, etc., sur un mode qui pourrait être premium, être payant. Et là encore, on peut tisser une progression du rayonnement. Rayonner par des services de base jusqu'à rayonner de manière plus intégrée, organique dans une offre de service. Donc, je trouvais que le rayonnement pris non pas sous l'angle d'être connu, mais pris sous l'angle d'être utile par le canal de l'utilité et de la valeur d'usage peut permettre, et on a tout ce qu'on a discuté depuis 3 causeries, fournit d'après moi les bases d'un modèle qui pourrait être fort utile et qu'on va retrouver tout à l'heure dans des éléments de synthèse. Olivier? C'est déjà une très belle entrée en matière, Daniel. Alors, pour ajouter, parce que l'idée, c'est pas d'être redondant, tu citais un petit peu néanmoins le monde numérique avec les médias sociaux. Quand on parle de rayonnement, de réputation, on parle aussi de e-réputation. On parle aussi évidemment d'exister à travers les réseaux, dont les réseaux numériques, qui sont quand même aujourd'hui une des réalités. Donc, il est intéressant aussi de voir comment, justement, peut-être avec la présence aujourd'hui de Sandra, les associations peuvent rayonner et capitaliser à travers le réseau, la toile numérique. Donc, pas simplement pour avoir une présence rassurante sur les médias sociaux, mais vraiment pour capitaliser sur les nœuds de connexion qu'on peut avoir, qui dépassent finalement un pays, un continent, voire même une internationalisation du partage. On a parlé beaucoup de partage, de mutualisation, on a parlé de partenariat à travers nos échanges. Et donc, c'est intéressant aussi de voir comment aujourd'hui les associations caritatives, et les associations de manière générale, comment est-ce qu'elles vont s'intégrer. Ça fait depuis 2000, on parle du web 2.0, on parle du web 3.0, on parle beaucoup du web sémantique, on parle d'intelligence artificielle aussi. Comment notre réputation, notre rayonnement s'inscrit aussi à travers toute cette couverture-là. C'est intéressant de le positionner aussi à travers ce monde numérique, ce métavers, en termes de réputation, puisqu'on sait que l'indexation, finalement, la réputation peut être aussi, évidemment pas uniquement, mais donnée par un moteur de recherche qui va nous indexer sur des chaînes de mots-clés qui vont être nos valeurs, notre ADN, qui devra quelque part être disséminé, et que chaque membre du réseau pourrait, à sa mesure, jardiner pour essayer de transformer et de vraiment donner une valeur ajoutée à la e-réputation que serait l'association. Donc, pour voir comment on peut compléter la belle première entrée en matière de Daniel sur ces aspects de connotation de réputation en ligne. On sait qu'une réputation, ça met 20 ans à se construire et 5 minutes à disparaître. Il y a sûrement un aspect là aussi qui pourrait être intéressant en termes de mutualisation, de reconnaissance, mais à travers la toile. Ce serait peut-être le point que j'aurais ajouté à cette belle première introduction. Merci Olivier, et nous avons le plaisir maintenant d'échanger avec Sandra. Moi et Olivier, on te posera quelques questions, Sandra. Au début, ça sera plus de mieux connaître votre initiative. Puis l'intention de l'échange, c'est d'inspirer les membres du REFAD, les participants à cette causerie, et de pouvoir profiter de votre expérience de mise en réseau. Donc, la première question, Sandra, serait de nous parler de la manière dont fonctionne votre réseau de Learning Lab Network, le réseau de laboratoire d'apprentissage. Je ne sais pas si vous avez francisé le nom, mais le Learning Lab Network. Comment fonctionne votre réseau? En France, on ne francise pas, justement. On aime bien les anglicismes. C'est toute la spécificité du pays. Donc, le Learning Lab Network, et on le dit à la française, donc c'est un réseau national, international aujourd'hui, avec la présence de la Tunisie, de la Belgique, du Luxembourg, dans le réseau qui traite donc des espaces physiques d'apprentissage. C'est aujourd'hui une fondation abritée.
Et donc, au niveau administratif, on est organisé avec un comité exécutif, un président, une représentante du ministère qui soutient notre réseau et les référents régionaux, dont on reparlera un peu après sans doute par rapport au rayonnement. Et après, au niveau de la communauté de pratique, puisque le réseau, c'est avant tout une communauté de pratique, enfin le réseau, le Learning Lab Network, c'est une communauté de pratique. Donc, on a un réseau social privatif qui permet de poursuivre les échanges qui sont initiés en général lors du colloque annuel de notre réseau, où se créent finalement les connexions entre les membres du réseau. Et ensuite, on a aussi un site internet sur lequel les membres du réseau ont un accès privilégié pour valoriser leurs propres espaces physiques d'apprentissage. Très bien, merci bien. Puis on va avoir l'occasion d'approfondir dans les prochaines questions avec quelques zooms. Olivier? Absolument. Peut-être pour aider encore les personnes à vous connaître, Sandra, et avant de rentrer dans vraiment les stratégies de rayonnement, parce que vous avez quand même un grand réseau, est-ce que vous pourriez peut-être nous préciser le nombre de membres, combien d'institutions, juste pour avoir une idée un petit peu de l'envergure de votre réseau, si vous voulez bien? Bien sûr, avec plaisir. Alors, on est aujourd'hui plus d'une quarantaine de membres. Alors, nous, ce sont des établissements qui contribuent à la Fondation Learning Lab Network, donc des établissements d'enseignement supérieur, mais pas seulement. On a également des établissements d'enseignement secondaire, des organismes de formation continue, souvent privés, mais pas seulement, et des entreprises qui ont des services de formation propres et qui développent, comme tout service de formation, qui ont des espaces physiques d'apprentissage et donc qui développent des learning labs, donc avec cette idée, cet objectif d'expérimenter au sein d'une salle qui va être aménagée de manière particulière. Et donc l'idée, c'est on expérimente dans une salle avec la volonté de déployer et d'essaimer un petit peu partout après. On essaie d'expérimenter des nouvelles méthodes pédagogiques, de faire autrement, je ne mettrai pas le mot innover parce que qu'est-ce que l'innovation aujourd'hui, c'est un autre débat. Mais en tout cas, voilà, de faire autrement et de voir comment on peut transposer parce que les salles physiques d'apprentissage modulables, équipées de manière numérique, etc., on ne peut pas les déployer, on ne peut pas les copier-coller dans l'ensemble de l'établissement. En revanche, quelque chose qu'on va expérimenter dans une salle qui est plus confortable pour l'expérimentation, mais on peut peut-être s'approprier la méthode et aller le reproduire dans un amphithéâtre tout à fait traditionnel. Absolument. Absolument. Donc, ce qu'on comprend en vous connaissant aujourd'hui, donc il y a toute une réflexion sur les espaces physiques d'apprentissage, une sorte de dissémination de pratiques ou de pratiques intéressantes, pertinentes, innovantes, on va le dire, si je vais quand même mettre le mot, en tout cas qui permettraient de rejoindre des nouveaux besoins et la capacité d'échanger justement sur ces pratiques puisque beaucoup de personnes ont le même besoin, à savoir comment est-ce qu'on peut réinvestir des espaces physiques existants, peut-être avec des pédagogies innovantes. Et je vous prends sur cette partie-là pour amener cette seconde question. Donc, on voit quand même que vous êtes un gros réseau, puis dans votre ligne du temps, on voit qu'il y a quand même, on comprend que vous êtes transformé en fondation, mais on voit que 2011, la création, puis on arrive déjà, on est en 2022, mon Dieu, ça va vite. Et puis là, votre réseau, il a quand même grossi, il y a quand même un certain nombre de membriétés, ça se gère, ça s'anime. Donc, une des premières questions qu'on se pose par rapport au rayonnement, c'est comment ça fonctionne autant à l'interne qu'à l'externe pour arriver à organiser tout ça, parce que mine de rien, qui dit travail dit coût, dit budget, dit ressources humaines ou ressources matérielles. Donc, il y a toute une organisation logistique. Et on sait que par moment, les associations, ça peut être un défi en termes de gestion, d'arriver, surtout quand on grossit comme ça, à gérer tout ça. Donc, comment est-ce que vous faites pour rayonner autant à l'interne qu'à l'externe, pour communiquer, pour atteindre vos cibles dans un monde où l'information et la communication sont parfois synonymes de bruit tellement qu'il y en a beaucoup. Comment est-ce que vous atteignez votre objectif de communication ou en tout cas de rayonnement? Ce serait une première partie de la question. Et une deuxième partie, mais que je poserai après, c'est tout ce qui concerne votre labellisation, tout ce qui concerne l'autre partie. Mais peut-être en termes de stratégie de communication, de rayonnement interne-externe, qui a beaucoup de membres, et pour ceux qui ne sont pas encore membres, quelles sont vos stratégies? Comment vous pourriez nous faire bénéficier de votre expérience de ces 10 dernières années?
Alors, il y a une première chose que vous avez évoquée, c'est notre structuration en fondation. Ça a été une clé pour pérenniser les actions qu'on a engagées, c'est-à-dire que le réseau, il s'est créé de manière informelle en 2011, puis on a bénéficié d'une subvention ministérielle et bon, ben, les subventions arrivent à terme comme tout. Et donc, il a fallu, pour pérenniser les actions, parce que justement, ce réseau grossissait et donc on s'est structuré en fondation pour répondre à cette problématique et donc répondre à des éléments que vous avez avancés sur comment on structure derrière, comment on peut mener les projets, etc. Il faut effectivement des moyens financiers. Et donc, ça, c'est une chose. Et au niveau des moyens humains, c'est notre structuration en comité exécutif avec des référents régionaux qui nous permettent de rayonner sur le territoire national, mais pas que, puisqu'on a également un référent international, en Pascal Van Grunderbeck, que vous connaissez. Donc ça, ces référents régionaux, ils ont comme mission justement de dynamiser au niveau de la région, de faire connaître le réseau, d'apporter un contact humain proche des établissements pour pouvoir échanger sur les thématiques. À l'interne, on va avoir ce rayonnement avec les référents régionaux. À l'interne comme à l'externe, finalement, les référents régionaux vont œuvrer parce qu'en interne, ça va être le contact privilégié pour animer, organiser des learning expéditions, enfin des événements finalement autour de nos espaces physiques d'apprentissage. Ça va être le contact privilégié aussi pour des questions spécifiques aux espaces d'apprentissage, parce qu'avant de parler de méthode pédagogique, des fois on se pose la question de quelle marque de peinture il faut qu'on mette sur nos murs pour que ça soit inscriptible et effaçable. Donc voilà, on a vraiment l'ensemble de toutes les questions qui peuvent se poser autour de l'espace physique d'apprentissage, même bien avant de l'utiliser. Donc, à l'interne, on a les référents régionaux, on a le réseau social privatif que j'évoquais tout à l'heure. Ce que vous entendez par réseau social privatif, c'est une plateforme web ou qu'est-ce que vous entendez par? C'est une plateforme web, tout à fait, Ok. qui est organisée par sphère thématique. Il y a une sphère générale où justement les membres du réseau vont se retrouver pour se poser la question de quelle marque de peinture inscriptible tu as utilisée dans ton espace, toi, parce que moi j'ai pris celle-là, mais finalement ça ne s'efface pas du tout. Et jusqu'au scénario pédagogique à mettre en œuvre, jusqu'à des projets collaboratifs, voilà, et ça peut même aller jusqu'à des projets des appels à contribution pour répondre à plusieurs voix à des projets comme des appels à projets nationaux, par exemple, si ça se présentait. Ensuite, on a des outils comme la base de données sur le matériel et l'équipement. Donc ça, c'est sur notre site internet, c'est-à-dire que les membres qui ont un accès privilégié vont renseigner leurs espaces, d'une part pour les valoriser, parce que ça, c'est quelque chose qui est évidemment recherché par nos membres, et d'autre part, donc, ils vont, en renseignant leurs espaces, compléter la base de données sur le matériel et l'équipement, qui va servir pour des nouveaux membres qui arrivent et qui ont besoin d'informations sur les équipements pour leurs futurs projets, par exemple. Ensuite, on a le colloque annuel du Learning Lab Network. Et donc ça, il va servir tant en interne qu'en externe. En externe, pour se faire connaître, évidemment, on va faire venir des gens qui ne font pas forcément partie du réseau et qui vont venir le découvrir lors de cet événement-là. Et en interne, parce qu'on remarque quand même que le présentiel... je pense que vous l'avez noté aussi, le présentiel a énormément d'importance et nos membres, en fait, ont à cœur vraiment de se voir en présentiel et c'est là que se passe l'essentiel des échanges. Notre réseau social privatif, il est bien, il est important, mais ce n'est pas du tout là que se passe l'essentiel des échanges. Ça va se faire vraiment en présentiel lors de notre colloque, mais pas seulement, c'est-à-dire que le réseau, ça va être aussi s'appuyer sur des événements existants, puis on va se retrouver entre membres du réseau sur un événement porté par un autre organisme, et là, on va refaire naître de nouveaux échanges, de nouveaux projets, etc. etc. Est-ce que vos colloques, systématiquement, s'inscrivent dans des événements existants? Et finalement, grâce à vos membres, vous arrivez à positionner votre colloque au sein d'autres événements qui sont déjà mis en place, qui faciliteraient peut-être un peu la gestion de l'événement?
Non, notre colloque, il est en Ah, ok, interne. Enfin, en c'est nous interne. qui l'organisons Ok. et il est, jusqu'à ce jour, en tout cas, pas fermé, Learning Lab Network, puisqu'il n'est pas du tout fermé vu qu'on l'ouvre. Mais ce que je Mhm. veux dire, c'est que c'est nous qui l'organisons et Ok. c'est vraiment le colloque propre au Learning Lab Network. En revanche, quand on s'inscrit à titre individuel souvent, enfin à titre de nos établissements dans d'autres événements, ben là, on va se retrouver entre membres du Learning Lab Network et en profiter pour évoquer tel ou D'accord. tel sujet et faire naître un nouvel échange. Comment Et vous positionnez du coup la labellisation? Parce que c'est quand même un événement important. Vous émettez des labels, donc vous êtes un organe comme créditeur, même si le label n'a pas une valeur entre guillemets légale. Comment ça arrivé cette idée de vouloir labelliser? Comment est-ce que vous êtes senti confortable aussi à un moment donné définir des critères de labellisation avec tous les niveaux de badge? Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu, si vous voulez bien? bien sûr, alors la volonté, enfin la procédure de labellisation, elle est née je dirais, d'un premier ouvrage qui a eu lieu sur comment réussir ou rater son Learning Lab en 10 leçons, qui fait partie d'ailleurs des stratégies pour se faire connaître et pour rayonner, c'est nos publications. Et donc en rédigeant cet ouvrage, on a défini évidemment des éléments qui étaient importants pour nos Learning Labs et on s'est posé la question de comment valoriser nos espaces d'apprentissage, qu'est-ce que c'est un Learning Lab au sens de Learning Lab Network en tout cas, et comment valoriser les initiatives de nos établissements. Et ça, c'est une grosse plus-value de notre réseau, c'est cette procédure de labellisation. L'idée, c'est que donc notre labellisation, elle comporte 8 badges en tout. Il en faut 7 pour être labellisé Learning Lab Network. Et pourquoi on a choisi cette procédure de badge? Parce que quand on a un espace physique d'apprentissage, on ne coche peut-être pas tous les critères au sens de Learning Lab Network. En revanche, on peut quand même valoriser, par exemple, le critère s'adapte en fonction des usages, le critère Mhm. d'équipement, des choses comme ça. Et les établissements ont clairement à cœur de valoriser, même s'ils ne cochent pas toutes les cases, de valoriser les critères qu'ils ont. Et le 8e badge, qui est un badge bonus, il porte sur la recherche scientifique au sein de ces espaces physiques d'apprentissage. Toutefois, comme nous n'avons pas que des établissements d'enseignement supérieur présents au sein de notre réseau, on l'a mis en termes de badge bonus, puisqu'on veut permettre quand même aux établissements qui proviennent de l'enseignement secondaire ou de la formation continue ou du privé de pouvoir prétendre au label Learning Lab Network. Combien de labellisations avez-vous déjà donné, juste pour avoir une idée un petit peu? Est-ce que vous avez un Je ordre n'ai pas d'idée? fait mes devoirs. Ok. On a plus d'une 50aine de badges qui ont été attribués, ça je le sais. Et après, j'avoue, je n'ai pas fait Mais mes vous devoirs. labellissez des établissements, des communautés, des personnes. Qui vous labellisez-vous au final? Nous, on labellise, donc il faut être contributeur pour demander la labellisation. Donc, Ok. on est contributeur, on renseigne ces espaces sur le site et à partir du site, on peut faire la demande de badge pour un ou plusieurs espaces que nous avons. Et nous, on va labelliser un espace. D'accord. C'est vraiment l'espace au sens d'une salle qu'on va labelliser. Ok. Quand vous dites contributeur, en quoi consiste la contribution Financière. C'est financière? contribution au sens de contribution financière dans la mesure où nous sommes une fondation aujourd'hui. Et pour mobiliser tous vos membres, parce qu'il y en a quand même beaucoup, est-ce que vous arrivez à capitaliser sur votre, c'est ma dernière question, Daniel, d'ailleurs, comment arrivez-vous à mobiliser tous vos membres? Parce que bon, vous êtes une équipe, j'imagine, à l'interne qui est un certain nombre de personnes, avec un certain nombre de financements ou d'appels à dons. Je ne sais pas comment vous arrivez à mobiliser les fonds, mais est-ce que vous arrivez aussi, sur une manière bénévole, à mobiliser les membres pour soutenir l'action du Learning Lab Network? Quels sont les types de mobilisation? Comment est-ce que vous les mobilisez, vos membres? Alors, la première source d'énergie, si je peux dire ça comme ça va être vraiment les référents régionaux, qui Ok. sont les premiers membres actifs à s'être mobilisés pour faire vivre ce réseau. Donc, on a constitué ce fameux comité exécutif. Enfin, en tout cas, on a mis en place cette notion de référence régionale pour créer une première dynamique. Donc ça, c'est quand même un gros point central pour la dynamique, c'est-à-dire qu'à partir des référents régionaux, avec son réseau propre en région, il va pouvoir mobiliser des membres actifs qui se désignent. Et ça se fait aussi petit à petit
dans le temps. C'est-à-dire que les référents régionaux, bon, après, comme tout le monde, on a vécu la pandémie dans le réseau, on en reparlera sûrement en suivant. Mais là, c'est quelque chose qu'on voit clairement apparaître, c'est la volonté de certains contributeurs, enfin de certains membres, à être membres actifs du réseau, sans pour autant faire partie du comité exécutif et de l'équipe de référents régionaux. Un grand merci, Sandra, pour vos réponses. Merci, Olivier. Peut-être que certains commentaires que vous venez de faire auront répondu à la question que je vais vous poser, mais notre cycle de causerie a été initié pour réfléchir aux défis auxquels fait face le REFAD comme réseau. Je considère qu'on a eu une bonne base de pratique là, que je résumerai dans ces perspectives agiles, décentrées, souples, numériques, etc., qui sont tous attrayantes intellectuellement, mais qui ont tous à passer le test de la réalité. Et on serait intéressé à voir de votre côté comme réseau, comment vous avez surmonté les défis que vous avez rencontrés, soit dans la logistique, l'animation, garder les gens impliqués, susciter l'adhésion, les maintenir comme contributeurs en particulier. Comment vous avez réussi à surmonter ces défis de faire vivre ce qui est décentré par définition un réseau? Alors, le premier défi, nous, qu'on a rencontré, c'était au moment où notre subvention ministérielle arrivait à sa fin. Donc, c'est la structuration en fondation qui a été le premier point pour relever le défi logistique, pour le coup, si on peut le dire comme ça. Ensuite, il y a un défi qu'on a effectivement commencé à aborder, c'est le fait que au quotidien, faire vivre une communauté, eh bien, ce n'est pas une chose facile parce qu'on est tous happés, on est membre d'un réseau, mais on est tous happés par nos établissements respectifs et nos missions respectives. Et donc, ce qui paraît très important, mais on l'a déjà évoqué, c'est le colloque et les événements en présentiel. Et au sein de notre colloque, on met en place des ateliers collaboratifs. Et ça, c'est quelque chose qui plaît énormément pour rassembler et c'est co-construire avec nos membres, en fait. La labellisation, par exemple, a été co-construite à notre dernier colloque en 2019 avec les membres du réseau lors d'un atelier collaboratif. Et après, la labellisation qui maintient l'activité sur le réseau. C'est vraiment le point fort de l'activité au sein du réseau, ça va être les demandes de labellisation. Et l'essoufflement des membres, vous réussissez à le surmonter, à avoir constamment quelque chose à mettre sur la table pour que les gens demeurent attablés? Il y a nous déjà, nous. Ouais. Il y a l'humain, non, je plaisante. C'est une bonne réponse, je trouve. Ça fait partie de la réponse. L'humain fait clairement partie des réseaux et je pense qu'on est tous dans les réseaux parce que ça, c'est une chose qui nous nourrit, qui nous inspire. En tout cas, il se passe quelque chose autour de l'humain, c'est indéniable. Je dirais qu'il y a eu trois périodes du coup. Il y a eu, comme tout le monde, avant la crise, et nous, ça correspond avant structuration en fondation. C'était un réseau qui grossissait sans qu'on ait grand-chose à faire, si j'ose le dire, je le dis. C'était un réseau qui grossissait tout seul. Et je pense aussi que ça correspondait à une période où les réseaux professionnels prenaient beaucoup de place et où les gens trouvaient un intérêt à aller vers ces réseaux. Il y a eu la crise. Alors, sachant que nous, on porte sur les espaces physiques d'apprentissage, je ne vais pas vous cacher que le côté de la pandémie, le moment où on a vidé nos espaces physiques d'apprentissage, où il ne s'y passait strictement plus rien, ça a été un défi pour nous. Donc après, il a fallu s'adapter, évidemment. Il a fallu s'adapter et réinterroger nos critères de labellisation, mais nos critères aussi de tout court de définition d'un Learning Lab. Est-ce que la comodalité doit en faire partie de manière systématique ou pas, etc. Donc là, on a réengagé une conversation, une discussion autour de ça avec nos membres et c'est encore en cours. On l'a expérimenté lors du colloque de la IPU cette semaine et on va le réinterroger lors de notre colloque, du colloque du Learning Lab Network en octobre prochain.
Donc voilà, donc on réinterroge avec nos membres. Et les ressources aussi, les publications sont une grosse source de rayonnement. Voilà, on a publié, donc, je le disais tout à l'heure, le cahier Learning Lab Network sur comment réussir ou rater son Learning Lab en 10 leçons, puisque nos échecs doivent aussi faire partie de la transmission d'informations. Et récemment, on a publié enseigner et apprendre autrement au sein du réseau. Et ça, ce sont des éléments qui sont très importants et où on fait rayonner nos membres aussi à l'intérieur. Ce n'est pas juste les référents régionaux qui vont rédiger l'ouvrage, on fait contribuer nos contributeurs. Merci beaucoup, très éclairant. Olivier, pour dernier bloc de Oui, questions. absolument. Les avantages, si on devait questionner les membres, donc qu'ils soient, je comprends que les personnes qui représentent, vous appelez les représentants régionaux, bon, ils sont directement impliqués de par leur institution, j'imagine qu'ils dégagent un petit peu de temps pour leur permettre, ils sont là au nom de leur institution, j'imagine, pour représenter le Learning Lab. Et de manière générale, si vous devez citer 3 avantages les plus souvent plébiscités en disant appartenir au Learning Lab Network, ça m'apporte vraiment ces 3 avantages-là. Si on devait prendre les plus importants, lesquels vous viendraient à l'esprit et lesquels seraient les plus cités par vos membres en général? Alors, les retours d'expérience, sans aucun doute, pour les projets en devenir notamment. La collaboration sur des projets divers et variés. Donc, l'inspiration, si je pourrais dire, si je peux le dire. Je pense que, d'ailleurs, l'humain en fait partie. C'est inspirant de faire partie d'un réseau. Ça permet d'ouvrir son esprit à ce qui se fait ailleurs. Ça nous fait sortir un peu de nos établissements et de nos pratiques. Et je ne sais pas si j'ai répondu aux Il y en a 3 2, mais c'est très avantages. bien. C'était juste pour se poser la question. Puis il y a une question dans le clavardage, et je vais la poser parce que je me l'étais posée aussi. Donc, vous produisez donc les publications à l'aide des représentants régionaux, mais aussi peut-être d'autres membres de la même institution qui ne sont pas nécessairement les représentants. Est-ce qu'elles sont gratuites, vos publications, ou est juste accessibles aux membres? Comment ça fonctionne, tant d'un point de vue production que d'un point de vue publication? Comment est-ce que vous arrivez à gérer ce flux-là? Alors ça, c'est une grande question qu'on s'est posée évidemment quand on les a publiés. Ils sont accessibles à tout le monde aujourd'hui, OK, nos ouvrages, et gratuits de manière numérique. d'accord. Voilà, il faut juste, la version est payante si vous la voulez en papier. D'accord. Et vous arrivez donc, dans votre modèle économique, à faire contribuer tout le monde pour que le produit soit rentable, entre guillemets, en termes d'investissement, diffusion et personnes mises à contribution? Jusqu'à ce jour, tout va bien. OK. Parce que tous les Après, membres y participent, j'imagine, c'est pour ça? alors, jusqu'à ce jour, donc la structuration en fondation est relativement récente et le dernier ouvrage a été financé en partie par une subvention régionale. Mhm. Donc ça permet aussi évidemment de pouvoir aller au bout du projet. Et après, aujourd'hui, le modèle économique, il est basé sur les contributions des établissements qui nous rejoignent. D'accord. Donc à voir à l'avenir comment OK. ça Et se fait. en termes d'institutions, peut-être que vous avez déjà répondu, mais je vais la formuler comme ça pour voir s'il y a une nuance qu'on peut apporter. Quel est l'avantage pour une institution de devenir membre donc vous avez parlé de retour d'expérience pour les personnes, l'humain, mais en termes d'institution, plus corporatisme, l'organisation, quelles sont les valeurs que l'organisation trouve au-delà de nourrir ses membres, ou c'est vraiment ça l'important, ou est-ce que l'organisation elle-même aussi, en tant qu'institution, y trouve d'autres éléments peut-être de valorisation? L'organisation, justement, c'est la valorisation de ces espaces qu'elle vient chercher parce que bien souvent, la création des espaces physiques est subventionnée par projet au sein de nos établissements en France. D'accord. Et donc, les financeurs sont intéressés pour avoir une valorisation. Et le label Learning Lab Network est aujourd'hui reconnu. On est soutenu par le ministère et ça a une importance pour les institutions. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que la labellisation aide à trouver finalement un financement pour développer des espaces? C'est comme vous devenez comme une sorte de recommandation ou de Alors, validation pour des bailleurs de fonds? ça peut, pour certains établissements, peut-être. En tout cas, ça donne la labellisation a l'avantage de donner des critères
Quand on se lance dans un projet au niveau des établissements, on reçoit une subvention, on se dit chouette, on va créer des espaces. Une fois que ça s'est dit, il est intéressant dans les projets, parce qu'en plus c'est demandé dans les appels à projets, d'avoir des critères, d'avoir des indicateurs d'évaluation, etc., etc. Et notre labellisation propose ça, en fait. C'est quasi une aide finalement à demande de subside parce qu'elle vient structurer et encadrer finalement un appel d'offres. OK, parfait. Daniel, je ne sais pas si tu as une dernière question. Je trouve ça très intéressant. Vous faites un peu écho à mon intuition que le rayonnement, c'est aussi par l'utilité qu'on peut avoir auprès des gens. Puis ce que je trouve intéressant avec l'échange avec Olivier sur la labellisation, c'est comment ces produits intellectuels, qu'ils soient brevetés ou non, ou qui apportent des critères, c'est un produit intellectuel, peuvent avoir une utilité pratico-pratique et pour éclairer, mais encore plus loin, pour solidifier des demandes de financement et rassurer les bailleurs de fonds sur la qualité de ce qui sera fait. Là, il y a une valeur ajoutée, comme je l'intuitionnais tout à l'heure, au travers votre travail, puis pour le travail des autres. Jacques, je te passe la parole pour s'il y a des questions qu'on n'aurait pas touchées là, dans le clavardage. Non, c'est excellent. Je veux d'abord remercier Sandra pour tous ces points et puis un grand merci, Sandra. J'allais justement renchérir sur ton commentaire, Daniel, que cette notion d'utilité ou cette valeur d'usage-là, on l'a ressenti dans vos descriptions, Sandra, et c'est toujours intéressant lorsqu'on entend parler d'une initiative qui est éloignée de nous. Dans ce cas ici, vous êtes en Europe et en Afrique du Nord, et on est immédiatement en train de superposer ça sur nos réalités ici, ce qui est d'un peu semblable, mais ce qui est de nouveau, d'original, et ça vient justement nourrir nos réflexions sur le devenir. Et pour ça, on vous en est très reconnaissant. C'est moi qui vous remercie. Et puis, n'hésitez pas aussi à intervenir pour la suite, pour les 25 dernières minutes qui nous restent ensemble. Là, maintenant, j'aimerais permettre à tout le monde qui est présent ici de pouvoir contribuer, parce que c'est un peu dans le même sens que les commentaires qu'on vient d'entendre, de savoir que peut faire le REFAD, qui est un milieu associatif, qui est un regroupement de différentes institutions. Que peut-elle faire pour justement demeurer utile ou de développer encore plus d'utilité pour chacun de ses membres? Donc, juste avant de lancer peut-être une dernière précision, il y a Madeleine dans le chat qui demande de préciser sur les 40 membres, est-ce que ce sont des individus ou ce sont des membres institutionnels ou les deux? Ce sont des établissements qui rejoignent le réseau. Et Okay. Dans un établissement, il y a des équipes qui sont rattachées et qui vont être considérées comme contributeurs, évidemment. D'accord, OK. Donc, à ce stade-ci, le micro est ouvert à tous pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait justement mettre de l'avant. Est-ce qu'il y a des choses que le REFAD fait déjà qu'il faut absolument continuer et amplifier, bonifier? Est-ce qu'il y a des nouvelles façons, des nouveaux regards? Vous avez abordé plusieurs dimensions, cette notion d'espace, oui, à mettre en valeur. Vous avez parlé de labellisation, qui a aussi une valeur justement pour la suite pour des demandes de subventions, par exemple. Vous avez parlé du travail des référents régionaux là-dedans, ainsi que les autres outils, les publications, les colloques. Le REFAD a certains de ces éléments-là également, mais moi, j'aimerais bien entendre les gens dans cette époque maintenant où on parle beaucoup de flexibilité, d'une offre qui soit très agile, comme disait Daniel dans sa question, hein, cette agilité-là, cette offre décentrée et souple, est-ce qu'il y a des éléments qu'on devrait vraiment considérer et regarder? Donc, j'ouvre la parole comme ça. Voir s'il y a quelqu'un qui serait assez brave à casser la glace et on aimerait vous entendre.
Donc, Et Maxime qui a levé la main. et Maxime, OK. Vas-y, Maxime. Je serai brave, Jacques. Je serai brave. Merci. Vraiment intéressant la présentation de Sandra. Je connaissais pas ce réseau-là. Et j'avoue là, que, un peu comme tu le disais, Jacques, là, j'étais en mode superposition moi aussi, là, de voir dans l'écosystème dans lequel on œuvre ici, là, qu'est-ce qui pourrait être transférable là, comme approche. Là. C'est sûr que, tu sais, moi, étant au cadre 21, qui n'est pas un établissement d'enseignement, mais comme un organisme qui est là pour soutenir les acteurs dans ces établissements-là, je trouve que dans cette espèce de proposition de venir mettre des balises qualitatives précises sur certains éléments, il y a peut-être quelque chose d'intéressant pour un organisme. Puis je sais qu'on n'est pas le seul, le cadre 21 n'est pas le seul membre qui est un organisme dans le membership du REFAD, mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant là, de voir que, par exemple, comme nous, on œuvre plus spécifiquement dans la formation continue, que s'il y avait justement une espèce quasiment un saut de qualité REFAD chez les membres qui sont des établissements, puis de dire qu'il y en a un qui porte sur la formation continue, qu'on pourrait comme... On pourrait avoir un rôle à jouer justement sur les différents éléments, sur la réflexion en amont, après ça, je réfléchis tout haut, là, cela dit, là, sur ce genre d'éléments-là. Je trouve qu'il pourrait avoir une dynamique intéressante pour les organismes comme nous au sein de l'association. Intéressant. Et j'aimerais aussi revenir sur un point que Sandra a mentionné, les avantages d'un point de vue personnel. Elle parlait de retour d'expérience, de collaboration sur des projets, se sentir inspiré. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les réalités telles qu'elles sont, et aussi du fait que le REFAD dessert quand même un énorme territoire, est-ce qu'il y a justement des éléments sur lesquels le REFAD devrait s'appuyer davantage pour justement susciter, générer chez ces gens des expériences positives et utiles? Et là, Jacques, je vais m'excuser parce que il y avait un commentaire de Maxime qui m'a fait penser à savoir, puis je voudrais juste enchaîner avant de venir à ta question, enchaîner sur la question j'ai trouvé ça intéressant que ce que le LLN accrédite, c'est un espace. C'est pas une personne, puis c'est pas une institution. Ça, je trouve que c'est une distinction intéressante. Par exemple, si on pense au REFAD, les gens qui se joignent au réseau, qui font de la formation à distance, est-ce qu'on accréditerait des formations exemplaires qu'ils ont faites? Est-ce qu'on accréditerait les gens qui sont des acteurs là-dedans? Ou est-ce qu'on accréditerait l'institution comme telle pour l'ensemble de son œuvre, je ne sais pas, ou toutes ses réponses? C'est peut-être pas nécessairement une question, mais c'est un commentaire que Maxime m'a fait penser, puis je pensais que je voulais le mentionner avant qu'on passe à autre chose. J'aimerais faire du pouce là-dessus, Robert, parce que ça avait ressorti dans une causerie précédente que pour en arriver là, l'importance de se fier à des référentiels solides pour pouvoir justement faire une forme d'accréditation. Donc, on ne peut pas juste ramasser un amas de critères de façon informelle. Il faut quand même voir. Donc, j'imagine que c'est tout un travail pour pouvoir dégager un ensemble de critères qui permettent justement de donner une valeur au label qui est décerné. J'ai l'impression que la valeur, elle vient du fait que c'est le réseau lui-même qui a défini les critères ensemble dans une co-création des critères, si je ne me trompe pas, Sandra. Et dès lors, comme elles viennent de la base et de la communauté, elles sont plus endossées puisqu'il y a eu consensus finalement du réseau. Donc, ce n'est pas trop top-down non plus, ce n'est pas juste une référence théorique ou une autre, c'est vraiment le réseau qui se met d'accord pour dire voici des niveaux. Et j'ai pris la parole un peu brutalement, mais juste un autre point, je trouvais intéressant, on parle d'espace physique, on pourrait parler d'espace virtuel ou même d'espace hybride. Probablement qu'on pourrait continuer à garder cette idée de validation d'espace ou de validation d'usage dans l'espace, parce que finalement,
le virtuel est quand même bien réel. On est là, on se parle, il y a quelque chose qui se passe entre nous aujourd'hui. Et selon la manière dont on va envisager ce qu'on appelle traditionnellement le virtuel, ça pourrait devenir un espace aussi quelque part, le Zoom en lui-même. Il y a un espace ici qui se passe et des échanges. Et peut-être que dans ces usages-là, on peut transposer, sans vouloir être trop rapide, là, mais il y a peut-être une transposition intéressante en gardant l'idée de l'espace qui est neutre, anonyme, et qui est plus quelque chose qui est décentralisé pour pas être toujours genre homocentré, là, ou en tout cas centré sur l'humain. Oui, je vois que Sandra a levé la main. Oui, pour rebondir évidemment, deux choses. Ce que vous venez de dire, c'est exactement ce qui nous a été dit lors du dernier atelier collaboratif pour faire évoluer les critères, c'est-à-dire que les critères existants pourraient servir à définir un espace virtuel, dans la mesure où en fait ce qui se passe dans un espace physique, ben, c'est peut-être ce qu'on cherche à reproduire en virtuel. Et la deuxième chose, ben, du coup, c'est justement qu'on l'a co-créé dans un premier temps en 2019, et là on le resoumet aux contributeurs, mais pas seulement, puisque c'était dans un événement où il y avait des gens qui ne faisaient pas partie du réseau forcément. On a resoumis les critères à d'autres gens finalement pour pour co-construire, faire coévoluer, je ne sais pas comment on dit, mais voilà. Et ça, c'est un travail qui a été apprécié et qui nous a été, qui les a surpris parce qu'on on soumet notre labellisation à la critique de gens qui ne font pas forcément partie du réseau. Et ça a beaucoup plu. Voilà, c'était tout. Merci. Là, je vais me faire un peu le gardien du temps aussi. Et puis, n'hésitez pas à continuer à commenter dans le chat. Merci Madeleine pour le commentaire tout à fait intéressant. Que ce qu'on vient d'entendre ici, c'est important pour des petits groupes indépendants qui peuvent justement s'annexer ou s'attacher à des milieux comme ceci, à des espaces comme ceux-ci. Donc, vous avez tout à fait raison. Pour le dernier bout ici, pour les 14 dernières minutes, nous disons les 10 prochaines minutes, et après on fera une conclusion, je vais interpeller Daniel et Olivier. Et messieurs, dames, ce n'est pas, comme on dit ici, arrangé avec le gars des vues. Moi, le gars des vues, j'ai mis de l'avant 2 scénarios tout à fait arbitraires et qui ne sont absolument pas exhaustifs. Il y a tellement de variations, de déclinaisons possibles dans ces scénarios-là. Et j'aimerais entendre nos experts en résidence, Daniel et Olivier, les commenter. Donc, je vais partager mon écran ici. Donnez juste un instant et je vais y aller. Donc, le premier scénario que j'aimerais vous présenter, messieurs, surtout. Et ça touche un peu des éléments qui ont été abordés dans la conversation ici, où la visite permettrait vraiment de connecter et mettre en lumière ce qui se fait un peu partout sur le territoire. Vous savez qu'au Canada, il y a la concentration francophone au Québec et il y a déjà beaucoup de choses qui se brassent à l'intérieur de cette juridiction-là. Et on a d'autres grappes de communautés très actives et d'autres aussi en régions plus éloignées, mais qui partagent les mêmes intérêts. Et par rapport au REFAD, de ce véhicule qu'est la formation à distance dans toutes sortes de possibilités. Donc, j'aimerais entendre Robert et Daniel et Olivier commenter sur un service qui, justement, veut favoriser, permettre aux institutions et aux gens, donc le commentaire de Madeleine le disait, de sortir d'une sorte d'isolement, que ce soit en termes de distance ou autre, au travers d'une variété de services. Certains, on les a entendus énumérer que le Learning Lab offre déjà, que ce soit des ressources, des publications, mettre des vitrines par rapport à des innovations locales, aussi peut-être un service de représentation auprès des bailleurs de fonds. Sous-jacent en ceci, la communauté de pratique dont il a été mentionné, que ce soit au travers d'un canal comme Slack ou Teams ou autre, pour permettre justement de s'inspirer mutuellement, de grande visibilité par rapport au monde institutionnel et aussi le présentiel. Évidemment, c'est toujours une question, a-t-on les moyens de nos ambitions? J'ai trouvé intéressant, Sandra, quand tu mentionnais cette restructuration en fondation. C'est quelque chose que j'ai envie de creuser davantage, mais évidemment, une adhésion variable et échelonnée selon le genre de membership qu'on voudrait, dans lequel on veut s'engager
quelques frais ponctuels par rapport à des événements ou autres, ainsi que les appuis gouvernementaux, tout en sachant qu'il y a un début, un milieu et une fin et une énorme reddition de comptes. Donc, c'est un scénario sur lequel, je ne sais pas, Daniel et Olivier, si vous voulez commenter individuellement, puis après je passe à l'autre. Oui, je peux y aller. Olivier, ça te donnera quelques secondes de bonus pour y réfléchir. On changera tout à l'heure. Mutualiser, je le trouve intéressant. C'est dans l'air du temps, là, on mutualise beaucoup de choses, puis que ce soit des applications pour partager sa voiture quand on ne l'utilise pas, rendre son stationnement disponible quand on ne l'utilise pas, etc. Mais mutualiser, il faut bien comprendre ce dont on parle. Mutualiser, c'est mettre en commun. Et ça implique des gens qui mutualisent, que les gens mettent en impartition dans une structure partagée des fonctionnalités et des services. Dans le cadre du REFAD, ça voudrait dire que les établissements, les membres, se délesteraient et confieraient de certains éléments d'activité et les confieraient au REFAD dans une perspective de mutualisation. Le label, pour moi, rentre là-dedans. On confie à quelqu'un une responsabilité d'expertise. Il y a l'autre perception de mutualiser, c'est de faire ensemble. Mais je pense que techniquement, quand on mutualise, il y a un pacte social. C'est que les membres décident de mettre en commun, de confier la responsabilité. Par exemple, je crois que les membres de l'ICA confient à l'ICA une veille de ce qui se passe à l'international, à l'UNESCO, au profit des membres, et eux se consacrent à leur action locale, sachant qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de cette tâche de faire une veille internationale. Donc, je le prends plus comme de la mutualisation classique. Voici un premier commentaire. Olivier? C'est sûr que là, ce que Daniel vient de dire, c'est très éclairant et puis je ne peux qu'y adhérer. Moi, le mot mutualiser me fait souvent penser à lutter contre la redondance. C'est-à-dire qu'on est, si on parle du Canada francophone, selon les provinces, en minorité ou en majorité, selon les institutions, les organisations qui sont membres dans des situations budgétaires, financières qui sont plus confortables, moins confortables, dépendant du niveau d'inscription et dépendant aussi toujours de ces enveloppes ministérielles relatives. Et dès lors, moi, quand j'entends mutualiser, j'entends pourquoi est-ce qu'on fait la même chose des deux côtés, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas ensemble, et puis on gagnerait tous et toutes à partager. Puis après, c'est sûr qu'il y a des logiques économiques et d'autres logiques qui parfois viennent un petit peu enrayer cette idée de mutualisation. Mais j'aime l'idée que le REFAD pourrait, de manière décentrée peut-être, arriver à ce que s'il y a par exemple de la formation qui se donne, parce tu parlais Daniel, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Fondamentalement, est-ce que les membres eux-mêmes pourraient ouvrir leurs portes aux autres membres à travers finalement l'idée du REFAD qui est ce croisement? Et c'est-à-dire que s'il y a une formation qui se fait dans un endroit, ça ne coûterait pas plus cher d'ouvrir la porte aux autres membres, par exemple. Donc, je me dis, ce serait intéressant dans l'état d'esprit de la mutualisation, il y a faire ensemble. Donc là, on apporte, il y a délester, comme tu l'as dit, mais aussi peut-être ouvrir les portes finalement à quelque chose qu'on faisait déjà. Et à ce moment-là, on peut commencer à mieux répartir nos forces dans un Canada francophone qui, dans cette particularité-ci de notre continent, là, qui gagnerait probablement à mutualiser ses forces par rapport à des enjeux, des besoins qui peuvent être communs et parfois même des actions communes. Tu parlais de centres comme ça gravitationnels à l'échelle de l'Ontario. Le Centre franco-ontarien, par exemple, pour ne pas le citer, est un organisme qui travaille pour les 12 conseils scolaires franco-ontariens qui, à la base, ne sont pas nécessairement ensemble. Et donc, l'idée d'avoir ce pivot au sein de toutes les institutions qui rassemblent, dont le conseil d'administration, ce sont les 12 conseils scolaires de la région, financés par le ministère. Donc, c'est arrivé peut-être à voir comment est-ce qu'on pourrait se positionner pour fluidifier, récupérer peut-être certaines tâches qui seraient redondantes dans chacune des institutions, afin de pouvoir finalement tous bénéficier d'un effort commun. Donc, à voir, mais c'est quelque chose comme ça qui, je me dis, il y a des exemples au niveau secondaire qui pourraient peut-être nous inspirer aussi au niveau études supérieures, peut-être. Merci, messieurs. Je vais passer à la prochaine, mais j'ai retenu 6 mots, finalement 3 de chacun. Hein. Mettre en commun et lutter contre la redondance. Je vous en remercie. Mon deuxième... excusez-moi pour le... Voilà. Mon deuxième modèle, on va prendre quand même 4-5 minutes là-dessus. Un modèle où
le REFAD pourrait jouer le rôle de catalyseur de développement professionnel. Il y a plusieurs membres institutionnels du REFAD qui en font, et qui en font beaucoup, qui en font sous différentes formes et qui les reconnaissent de différentes formes. Aussi, un peu dans le sens, comme on vient d'évoquer au niveau de la redondance et de l'éloignement, cette possibilité de pouvoir faire ce que je me suis amusé à appeler ça un genre de Tinder pédagogique qui permet à deux institutions de mettre leurs forces ensemble vers des intérêts ou des visées communes. Et quel rôle que pourrait jouer le REFAD là-dessus? Donc, on a parlé de labellisation. J'ai bien aimé le commentaire de Sandra par rapport à la labellisation d'espace. Il y a aussi cette notion de jouer le rôle de fédérateur d'offres de formation. On ne sait pas toujours ce qui se passe à différents endroits. Il y a des perles à découvrir un peu partout. Donc, ça revient à cette notion de visibilité-là. Le jumelage institutionnel, je sais que la RCCFC, qui regroupe les études postsecondaires, utilise une plateforme, je pense que c'est Magnet qu'elle s'appelle, pour permettre justement des jumelages pour des partenariats possibles vers un certain développement d'affaires ou autre. Et aussi cette notion de communauté de pratique. Donc, je ne sais pas si, messieurs, vous voudriez réagir ou est-ce que est-ce qu'il y a des éléments là-dessus qui vous frappent et que vous aimeriez commenter? Je vais commencer comme ça, comme Daniel l'avait proposé. Il y a un élément qui, à mon avis, est évident pour avoir la chance de travailler dans plusieurs établissements, c'est qu'il y a des besoins communs. Ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut partir comme réflexion. Sandra parlait de la comodalité. Dans plusieurs organisations académiques, et donc dans plusieurs universités ou collèges, la comodalité aujourd'hui est un élément de tension, mais aussi est un élément d'innovation, est un élément qui tend à devenir une norme. On pense que ça va être là pour durer, cette hybridation flexible à l'extrême qui finalement ferait que quand je me lève le matin, je décide si je suis synchrone, asynchrone, présentiel physique ou présentiel virtuel. Et cette flexibilité qu'on donne finalement au client final qui est l'étudiant apporte tout un lot de réflexion, d'enjeux, de vertige pédagogique aux professeurs. Ça, c'est une réalité, il y a un besoin commun et puis ce besoin, il est partagé, je pense, par toutes les organisations. Donc, quand on parle de catalyseur de développement professionnel et de jumelage institutionnel, je pense qu'il y a, par exemple, dans ce momentum-là, peut-être la capacité à un moment donné de réunir tous nos membres, de définir avec eux peut-être des critères de ce que seraient les différents niveaux de comodalité, d'arriver et de repartir un petit peu. Moi, j'aime beaucoup évidemment toute l'approche et le processus du Learning Lab Network, mais je pense qu'il y a des besoins communs. Si on arrive à s'entendre sur nos besoins et nos défis, peut-être qu'à ce moment-là, on est capable de développer ensemble des solutions communes qu'après on va adapter à nos spécificités académiques parce qu'il y aura quand même toujours cette partie-là. Mais on pourrait partir d'une base commune qui serait personnalisable. Et le REFAD, je le verrais là. Amener les gens à définir leurs besoins en commun. Et potentiellement, un deuxième point que je vais garder, puis je j'arrête là, c'est la co-création. Je pense que entre diffusion de bonnes pratiques et co-création de nouvelles solutions, il y a un shift qui est intéressant. On parle beaucoup de user content generated sur Internet. Donc, j'ai l'impression que le Learning Lab Network, il est davantage dans cette co-création de contenu. Peut-être que ce serait une des pistes aussi dans le développement professionnel, c'est d'arriver non plus à venir diffuser uniquement une bonne pratique, mais peut-être ensemble, peut-on essayer d'animer nos membres pour co-créer avec eux des nouvelles idées et voir après, pourquoi pas les labelliser. Je pense que c'est vers là que je verrais le jumelage ou le développement professionnel pour ma part. Daniel? Intéressant. Vous excuserez le marteau, là, c'est la trame sonore. Je vais taper sur quelques clous et ça sera la trame sonore de mon propos. Moi, je trouve les deux options, c'est deux scénarios fort différents. Pour moi, mutualiser, c'est centré sur les moyens. On met des moyens ensemble et des résultats en émergeront. Pour moi, catalyser, c'est plus centré sur les fins. On met ensemble en vue d'un objectif. On veut créer une synergie, provoquer des joint ventures, avoir un effet de catalyse en fonction d'objectifs stratégiques. Et là, je touche un peu, Olivier a soulevé ce qui pourrait être quelques objectifs stratégiques. Et pour moi, ils sont très différents.
Le pacte social autour de mutualiser, c'est décider de mettre en impartition dans un pool commun des services qui ajouteront de la valeur. Le pacte social autour d'une fonction de catalyse, c'est d'avoir un projet politique avec un grand P, la signification noble du terme, et là, ensemble, de provoquer des choses. Et pour moi, c'est intéressant, Jacques, tu as touché à deux options fort différentes, qui sont des signatures stratégiques très différentes pour la suite des choses. Et je dirais, là, je fais peut-être un éditorial, là, la nature du membership du REFAD qui est de type institutionnel, la première option peut-être est une greffe plus facile. La seconde option demande beaucoup et le signe d'une maturité de réseau qui voit clairement l'intérêt supérieur, là, comme on dit en sciences politiques, l'intérêt supérieur du réseau et constate et considère qu'il y a des objectifs stratégiques qui dépassent ceux des établissements. Et là, et nécessairement, sans tomber dans tout et dans tout, là, les deux peuvent cohabiter avec des ordres de priorité, de dire on est fondamentalement où on vise la mutualisation, mais on vise aussi à être un catalyseur d'un ou deux grands objectifs. Et c'est sûr qu'au Canada, hors Québec, la survie de l'offre éducative en français dépasse les objectifs institutionnels et peut devenir, j'aime tout le temps le F dans REFAD, il ne faut jamais l'oublier. Il faut jamais l'oublier. Puis là, il y a l'intérêt supérieur. Fait que les deux pourraient cohabiter, mais il y aurait de l'intelligence encore à construire comment bien faire ça au-delà. Mais bravo pour les deux scénarios qui, pour moi, ont une raison d'être fort différente. Ben, merci, Daniel. Et je termine en affichant cette diapositive qu'Olivier et moi avions présentée au congrès de Otessa il y a quelques semaines, où, basé sur les réflexions préliminaires où, à cette date-là, on essaie de dégager quelles perspectives d'avenir sans les nommer, sans être trop tangibles, mais des choses quand même de valeur qui sous-tendraient justement une offre diversifiée ou une offre ciblée. Donc, on parlait d'hybridation d'une offre pour être en termes de flexibilité. On a parlé de valorisation. On a parlé de réseauter. Rappelez-vous Harold Jarche qui parlait de compléter les triangles dans nos réseaux et qui servent d'inspiration, comme le disait Sandra. La capacité justement de développer des partenariats, donc chez la consolidation d'acteurs, et cette nature distribuée dans cet écosystème dynamique-là et qui ne se limite plus à nos frontières et qu'on peut plus facilement laisser tomber certaines choses gardées pour le bien de tout le monde finalement. Donc, sur ce, moi, je voudrais vraiment remercier d'abord Sandra d'avoir pris le temps pour nous expliquer le LLN et on va sûrement aller voir davantage sur votre site web les informations pour nous aider à comprendre davantage ce qui se passe dans ce réseau qui nous semble très dynamique et pertinent. Merci d'avoir été avec nous, Sandra. Merci à vous une nouvelle fois. Et puis, je tiens aussi à remercier Daniel Olivier, qui ont été ces deux experts en résidence-là tout au long de la série de 4 thématiques. On a dit beaucoup de choses, on a pris beaucoup de notes. J'ai un dossier épais comme ça maintenant pour essayer de décanter et synthétiser le tout dans cette étude qui sera déposée au conseil d'administration du REFAD au début de l'été. Et vous avez vraiment su mettre en lumière des points tout à fait intéressants et originaux qui, je l'espère, vont permettre aux décideurs de suivre les pistes d'action qu'ils veulent. Et sur ce, moi, je peux donner la parole à Robert pour clore le tout, justement, à titre de directeur général du REFAD. En passant, merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Jacques. J'aime ton improvisation, Jacques, mais je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Mais je vous dirais là, que c'est parti cette affaire-là où est-ce qu'on voulait
confié un mandat à Olivier de porter cette étude-ci. Puis Olivier l'a regardé, puis d'une chose à l'autre, il a dit non. Il dit, je serais prêt à participer, mais c'est trop gros, je suis trop occupé. Puis là, on n'avait plus personne. Puis là, je parle à Daniel. Puis Daniel, il a toujours rêvé de ça, lui-là. Puis en parlant avec Daniel, on dit, ouais, ça serait le fun de parler en public de ça, hein, principe de causerie. Puis là, tout d'un coup, on avait des causeries au service de l'étude. Puis là, on ramasse mon Jacques qui connaît tout le monde dans tous les pays, dans tous les réseaux, puis qui a des opinions sur tout, puis qui est enthousiaste de travailler là-dessus. Puis Jacques, qui réunit ce monde-là, puis on a eu une démarche d'une richesse complètement inattendue. Moi, ça fait seulement 2 ans que je suis en poste au REFAD, bien, on a fait des études, mais une étude comme celle-ci, je peux vous dire qu'elle est unique. La qualité des intervenants est extraordinaire. Le rayonnement, je ne sais pas, mais le rayonnement en termes des invités est fabuleux. Donc, moi, je peux seulement vous remercier. Puis ça, c'est seulement la première étape, parce que la prochaine étape pour le REFAD, c'est l'étape des prises de décision. Puis il faudra sans doute qu'on remâche tout ça, puis qu'on le resynthétise, puis qu'on le représente pour que le conseil d'administration réfléchisse à partir de bases communes. Mais on a déjà beaucoup de matière ici. Puis c'est pas un domaine très, très connu. Hein. C'est pas, il n'y a pas des tonnes d'informations là-dessus, de documentation. Donc, à tous ces sujets-là, je tiens à vous remercier infiniment. Ça a été pour moi très, très riche. Merci à toi, Robert. Merci. Merci tout le monde. Merci, Robert, Merci. de l'opportunité. Très apprécié. Bon, ben merci, Julien, pour le commentaire qu'on intercepte à l'instant. Très bien. Alors, au revoir à tout le monde. Et puis, je vous fais suivre l'enregistrement, la synthèse de Jacques et le clavardage. Merci beaucoup. Un grand merci. Bye bye tout le monde. Bye bye Sandra. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.